Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai le plaisir de recevoir Valérie Gervais, Head of Saint-Gobain Université. Alors Valérie, bonjour. Bonjour. Tu as une carrière multidimensionnelle, diversifiée, tu as bougé un peu partout et tu as des expériences ultra riches. Mais pour débuter cette interview, j'ai envie de te poser la première question. Quel métier souhaitais-tu exercer quand tu étais petite ? Alors ça, c'est une question difficile. J'avais pas vraiment de vocation assez tôt dans ma vie, donc je savais pas vraiment, jusqu'à tard d'ailleurs, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Ce dont je me souviens, mais alors c'est un petit peu bizarre, c'est qu'à l'époque, quand j'étais toute petite, ma maman m'emmenait chez la coiffeuse, puisque quand elle allait se faire coiffer, elle m'emmenait. Et alors là, d'un seul coup, j'ai décidé que je voulais être coiffeuse. Alors pourquoi ? Parce que je trouvais que toutes les petites bouteilles d'échantillons qu'elle avait, c'était super cool. Moi, je jouais avec pendant ce temps-là. C'est vrai que c'est sympa de repartir avec les échantillons quand tu es petite. Ouais, mais bon, ça m'a pas duré très longtemps. Après, donc j'étais plutôt un garçon manqué quand j'étais jeune. Donc je passais tout mon temps dans la nature, dans les bois. On habitait à côté d'un bois, grimper dans les arbres, à faire des cabanes, etc., etc. Très très proche de la nature, très proche des animaux, toujours d'ailleurs. J'adore être dans la nature, j'adore les animaux. Et voilà, j'aurais peut-être pu en faire mon métier. Peut-être que j'aurais dû finalement, mais voilà, bon, ça s'est pas fait comme ça. Et de quelle région ? T'étais de Bretagne ou t'étais de Nantes ? À Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, ok, ouais. Top. Et du coup, t'avais fait tes études dans la région ou t'étais... Oui, j'ai fait mes études à Rennes. D'accord. Qu'est-ce que c'était ? J'ai fait une maîtrise de gestion. D'accord. Et du coup, ensuite, moi, il y a une phrase qui m'a marquée en préparant cette interview. Tu as dit, à partir du moment où j'ai fait mes études, je suis partie et je ne suis plus revenue. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu es quand même très international et que tu es en France depuis pas très longtemps. Non. Tu peux nous raconter un petit peu quel a été ton premier job ? Dès les débuts, tu es partie tout de suite, je crois, à Londres. Alors, je suis partie tout de suite. En fait, je fais des études correctes, mais rien de transcendant. D'abord, j'ai fait des études business parce que je savais pas quoi faire et donc ça me laissait le plus d'opportunités ouvertes, on va dire. Voilà. Et puis, je parlais très mal anglais à l'époque et je me suis dit, ma fille, si tu veux un job intéressant et faire une carrière un peu internationale, j'avais vraiment envie de bouger, il faut maîtriser l'anglais parfaitement. Donc, en fait, j'ai mis tout ce que j'ai pu dans ma voiture. J'avais une vieille voiture à l'époque. Et je suis partie. Et tu pars à la conquête. Je suis partie sans boulot, sans argent. Je suis restée avec un ami à Londres qui m'a hébergée et je suis partie. Voilà. Super audacieux. Et oui, alors complètement inconscient, je sais pas, mais quand j'y repense maintenant, je me dis mais c'était quand même. Ils étaient ok. Mes parents, j'aurais jamais tellement laissé le choix, mais je suis partie comme ça et puis j'ai cherché un boulot à Londres. J'ai trouvé un boulot pour une boîte qui faisait de la formation et du conseil, qui avait envie de s'étendre en Europe. Donc au départ, je faisais beaucoup de traductions de leur programme de formation. Et puis j'ai commencé à animer des formations en anglais avec eux. Voilà. Et puis après, ils voulaient ouvrir un bureau en ce qui s'appelait Continental Europe, parce que les Anglais, insulaire. Quand même un petit peu. Et donc, du coup, je suis partie en Belgique. Je me suis installée. Je m'arrête un petit peu sur ton expérience à Londres. C'était comment Londres à l'époque ? Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là ? Ça n'a pas été facile au départ parce que une fois que la prise de décision de partir, on est un petit peu sous l'enthousiasme de la décision. Mais une fois que j'étais là-bas, j'ai quand même un petit peu galéré au départ. Et puis j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires. Qui m'ont fait confiance. En fait, c'est rigolo parce que pour moi, toutes les étapes importantes de ma carrière, ça a toujours coïncidé avec une personne qui m'a donné une chance. Une personne qui m'a fait confiance et qui m'a ouvert des portes. Et donc, voilà, j'ai rencontré ces gens et cette boîte qui m'ont pris sous leurs ailes, en quelque sorte, qui ont commencé à me faire travailler, qui ont vu quelque chose en moi. Je sais pas quoi, mais et donc j'étais basée à Richmond à Londres, donc un très très chouette quartier, quartier, sur le bord de la Tamise, très chic, comme. et voilà. Et puis après, alors au départ, je me rappelle, c'était quand même
compliqué parce que mon anglais au départ était pas super génial. Donc, je me rappelle d'être assise en réunion et d'essayer de suivre la conversation. Et je dis, là, je vais dire quelque chose. Le temps que je prépare ma phrase dans ma tête, la conversation avait changé de sujet. Donc, j'ai passé énormément de temps à écouter, en fait. Et comme je voulais parler très bien anglais sans accent français. Ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. Oui, alors j'ai repris un petit peu l'accent français depuis que je suis revenue en France. Mais je tenais absolument à ne pas avoir l'accent français parce que je voulais pas que les gens fassent des suppositions sur qui j'étais par le fait que je sois française. Donc je voulais pas qu'ils sachent que je sois française, que je suis française la première fois qu'ils me rencontraient. Et donc j'ai beaucoup écouté et répété. Je répétais, ça c'est une expression intéressante, j'aime la mémoriser et puis je vais essayer de la replacer parce qu'en c'est en la redisant qu'on va s'en souvenir. Et un jour, je suis allée acheter le journal chez un buraliste près de la gare de Richmond et j'achète Le Monde et le gars me dit Oh, you're not reading this. Et je lui dis Of course I'm reading this, I'm French. Et il a dit No, you're not. Là, c'était la consécration. Là, c'est gagné. Là, c'est gagné. Tiens, un buraliste londonien te dit ça, tu sais que là, c'est. Ouais. Ah, oui. Donc, vraiment des années d'apprentissage. Quoi. Donc, des années vraiment d'apprentissage. Quoi. J'ai eu l'impression d'être une éponge, en quelque sorte. Et d'être énormément, avec beaucoup d'humilité, vraiment aussi bien apprendre mon métier qu'apprendre la langue. À la parler parfaitement et puis petit à petit à commencer en co-animation, à faire des formations en anglais donc et puis voilà et puis après je suis partie pour ouvrir le bureau de Bruxelles pour cette société-là en Belgique voilà pour couvrir l'Europe et donc moins de consulting et plus de gérer le business un petit peu. On était deux, j'étais pas seule. Et ça aussi, ça a été des années. Super démarrer une boîte, oui, c'est ça, démarrer un bureau comme ça, dans un nouveau pays. Parce que là, du coup, ta mission, c'est vraiment créer un flagship en Belgique et tu pars de rien, quoi. T'as un ordinateur et un stylo et on te dit vas-y, quoi. Ouais. Donc finalement, t'as monté un peu ta start-up, tu peux le dire. Alors, j'ai monté un peu ma start-up. Oui. Génial. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, la personne qui est venue avec moi est devenue mon mari. Et donc, travailler ensemble et vivre ensemble, ça devenait un peu compliqué. Enfin, c'est tough job. C'est beaucoup. Donc, du coup, j'ai quitté cette boîte et j'ai cherché un autre boulot et j'ai rejoint à l'époque le groupe Bass Brewers, donc la division hôtel, qui était les hôtels enfin, c'était Holiday Inn à l'époque, et puis Holiday Inn, et puis Interconti. Et comment se fait la passerelle? Tu restes sur un poste qui est plutôt lancement de projet, plutôt RH? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, au départ, j'ai fait ce qu'on appelle de la formation, c'est un mot que j'essaye de ne plus utiliser. Pourquoi? Ça, je vais l'expliquer. Et donc, je voyageais beaucoup. J'étais responsable pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. D'accord. Et donc, j'ai des moments mémorables où j'avais un petit truc à l'époque quand je faisais des formations, c'est-à-dire que tous les gens qui arrivaient en retard, je leur demandais de se mettre au milieu de la pièce et de chanter une chanson tout seul. Donc c'était bon, c'était une bonne incitation pour pas être en retard. Sauf que dans certains pays, le chant est vraiment quelque chose de culturel, quoi. Et j'ai eu en Afrique du Sud, par exemple, des moments où on faisait des formations, il y avait quand même pas mal de personnes dans la salle. C'était la formation à notre nouvelle marque Crown Plaza à l'époque. Et où je disais aux gens, vous mettiez au milieu et vous allez chanter. Alors, aucun problème. Ils se mettaient au milieu, ils chantaient et toute la salle reprenait. Et c'était fabuleux, quoi. C'est magique, digression totale. Drôle. Parce que du coup, ces années-là, tu passes ton temps à bouger, à former. Tu formes du coup à nouvelle marketing, nouvelle méthode. La nouvelle marque, le marketing, et puis comment on appelle ça comment s'occuper des clients, quoi. Ouais. Customer care. Customer care. Ok, très clair. Ouais. Et là, du coup, tu es seule sur ce projet et tu te déplaces un peu partout, quoi. Oui, c'est ça. Je me déplace un peu partout. Et alors après, du coup, ils m'ont. Après, j'ai été nommée. Comment est-ce que c'était mon titre? C'est une bonne question. Organization Development
Oui, tu venais pour structurer finalement les... Et donc, pour essayer, voilà. Et ça a été, au départ, ça a démarré pour essayer de différencier la marque. Alors, c'était un challenge. Ça, c'était vraiment une expérience marquante pour moi parce que ça a été un super challenge. C'est-à-dire, déjà, comment est-ce qu'on différencie une marque qui est une chaîne? Une chaîne d'hôtels, Holiday Inn, vous savez, ces hôtels, vous vous réveillez le matin, a priori, c'est pas évident de savoir si vous êtes dans un Hilton, un Holiday Inn, un Marriott. C'est impersonnel, un peu froid, on peut se dire. Très impersonnel, c'est conçu comme ça. Standardisé. Ouais, absolument. Et donc comment est-ce qu'on peut différencier, la marque? Et donc, je cherchais un partenaire externe, plutôt une boîte de marketing, pour essayer de faire une recherche, une enquête, etc. Et puis, je me suis dit, oui, mais c'est pas évident parce qu'en fait, je sais pas ce que je cherche. Donc, comment est-ce qu'on met en place un projet, une initiative pour essayer de trouver quelque chose, mais on sait pas ce qu'on cherche. Et c'est là, pour la première fois, où en fait, j'ai fait appel à ces anthropologues. L'anthropologie, c'est un domaine qui m'a toujours intéressée. Mes intérêts, c'est pas du tout le business. En fait, c'est plutôt l'anthropologie, l'histoire, la philosophie, etc. Super intéressant. Et donc, j'ai fait appel à des anthropologues au début des années 90. Bon, maintenant, on trouve beaucoup d'anthropologues d'entreprise. À l'époque, c'était pas du tout facile à trouver. Et excuse-moi, mais comment tu as cette idée? Parce que c'est assez rare. On est dans les années 90. Tu as peu d'écrits encore sur ce... Parce que je savais pas ce que je cherchais. Et je me suis dit, quelles sont les méthodologies qui me permettraient de trouver quand on sait pas ce qu'on cherche? Et en fait, c'est le principe même de l'anthropologie. C'est-à-dire que l'anthropologue, il va surtout, sans idée préconçue. Toute technique de recherche, normalement, c'est vous faites une hypothèse et après vous faites un processus pour valider ou non votre hypothèse. Or là, j'avais pas d'hypothèse. Donc c'est l'anthropologie par essence. Mais tu étais déjà sensible aux sciences humaines? Il y avait quelque chose qui... T'avais une sensibilité sur ces sujets ou... Oui. La psychologie, elle a toujours été quelque chose qui m'a fascinée. Je suis pas... J'avais un chef quand j'étais aux États-Unis qui me disait, Valérie, tu es une bonne RH, tu comprends la stratégie, tu comprends le business, etc., etc. Il y a qu'un truc, c'est que t'aimes pas les gens. Alors, je lui disais, ouais, c'est vrai, j'aime pas les gens. J'aime bien les gens que j'aime bien et il y a des gens que j'aime pas, comme tout le monde. Mais c'est vrai que par contre, j'ai un intérêt énorme. J'ai vraiment une passion, une fascination pour la psychologie humaine. C'est vrai. Donc voilà, j'ai rencontré des anthropologues et je leur ai dit, voilà le problème, est-ce que vous pouvez m'aider? Et ils m'ont dit, pas de problème, c'est notre boulot. On va aller dans vos hôtels, on va être en tant que client, puis on va observer ce qui se passe, on va engager la conversation avec des membres du personnel, mais bien sûr des clients de l'hôtel. Et puis, on verra bien avec quoi on viendra, quoi. Et là, quels ont été les apports? Parce que quelque part, c'est des regards presque un peu sociologues sur l'entreprise. Qu'est-ce que tu en tires de différent que, par exemple, prendre un cabinet de conseil type BCG ou je sais pas quoi? Qu'est-ce qui t'apporte en plus Parce que c'est super intéressant. Moi, j'adore ce genre de démarche. C'est-à-dire que... Alors déjà, j'ai beaucoup appris l'approche anthropologique, mais dans ce qu'ils ont ramené, parce qu'en fait, ils ramènent toute la matière brute, et ensuite, ils essayent de donner un sens à ça. Ouais. Donc, par exemple, ils nous ont dit que la façon dont on nettoyait les chambres le matin était absolument mauvaise, puisqu'en fait, l'homme en tant qu'être humain, a un besoin fondamental de familiarité autour de lui. Donc, d'avoir des choses connues autour de soi, c'est un réducteur de stress. Or, quand on voyage, on est stressé. Donc, en fait, inconsciemment ou consciemment, quand on descend à l'hôtel, peut-être que ça t'évoquera des choses, on va recréer un petit peu son univers. On va toujours mettre sa brosse à dents à tel endroit, son téléphone de tel endroit, à droite ou à gauche du lavabo, son bouquin, si on lit encore des livres, à droite ou à gauche du lit, etc. Et donc, nous, on formait nos gouvernantes à remettre la chambre dans l'état d'avant, et donc de repousser, si les gens restaient plusieurs jours, plusieurs nuits, de repousser les choses des personnels, de nos clients, pour remettre le truc pour le breakfast. Oui, je vois très bien. Et donc, ils nous disaient, alors, la façon dont ils nous ont dit, c'était assez rigolo, ils nous ont dit, vos clients construisent des nids, et tous les jours, vous détruisez leur nid. C'est des images super fortes. Ouais, c'est super. Et on s'est dit, mais oui, mais bon sang, mais oui. Super malin. C'était le bon sang, mais c'est bien sûr moment, quoi.
Et donc, ils nous ont appris des choses sur notre métier que inconsciemment, quelque part, on le savait, mais qui n'étaient pas du tout dans le domaine du conscient, et donc on n'en faisait rien. Par contre, pour aller convaincre à l'époque l'équipe de direction d'utiliser les anthropologues en leur disant, on va lancer un projet, mais on ne sait pas ce qu'on cherche et on ne sait pas ce qu'on va trouver, ça a été un petit peu Parce que dans les années 80, on commençait à en parler. Je crois que c'est à peu près dans cette période-là que ça a émergé, mais ça restait super rare, même dans les années 90, quoi. Ouais, c'était super intéressant. Oui, t'imagines. Ouais. Super. Ouais. Et du coup, là, tu restes chez Intercontinental pendant quelques temps, mais après, tu es très vite happé par une autre industrie, qui est l'industrie pharmaceutique. Ouais. C'est ça? Tu peux nous raconter comment tu as fait le saut de pas Après, quand on fait les métiers de développement des collaborateurs, on peut travailler dans n'importe quelle industrie. Donc, j'ai été contactée par une des grandes boîtes pharmaceutiques. Tu es chassée, hein. Quelqu'un t'appelle, tu te dis j'ai un job. Oui, j'ai été chassée. Donc, c'était pour la division vaccin. Alors, maintenant, effectivement, c'est encore plus stratégique aujourd'hui. Encore plus. Donc, c'est fascinant les vaccins. J'ai découvert un monde. Alors, je suis passée des hôteliers aux scientifiques. C'était assez choc culturel. Autre monde. Mais un monde fascinant parce qu'en fait, c'est des gens qui sont complètement motivés pour sauver des vies, quoi. Ils sont passionnés par leur métier, d'essayer de trouver des vaccins. Je me rappelle de quelqu'un qui a passé 40 ans à essayer de trouver le vaccin contre la malaria, qui est extrêmement difficile parce que c'est un virus qui mute, comme le sida. Donc, c'est très difficile de trouver des vaccins. On voit bien les mutations du coronavirus aujourd'hui, mais c'est des petites mutations. Mais donc, il a passé 40 ans à essayer de trouver ce vaccin. Il est parti en retraite sans l'avoir trouvé, mais il a passé sa vie, quoi. C'est vraiment des vocations. Un monde absolument fascinant. Puis c'est compliqué, le vaccin. C'est de la biologie. C'est pas comme la pharma, c'est de la chimie. Les gens qui font de la pharma, ils vont pas aimer entendre dire ça. On dira rien. Et là, tu rejoins. Le labo pharma s'appelait GlaxoSmithKline. Exactement. Ouais, GSK. Et tu étais basée, du coup. J'étais basée à Bruxelles, à côté de Bruxelles. Okay. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu y fais? Pareil, tu viens pour implémenter. Alors, donc là, j'étais responsable Leadership and Organization Development. Donc développement des organisations, développement de la culture d'entreprise, et puis surtout développement de nos leaders et des talents. Là, c'est l'époque où on commence à parler cette notion de talent. C'est encore assez jeune, cette notion de talent. En France, oui, peut-être. Ouais. Enfin, j'étais en Belgique, mais c'est un peu similaire. Oui, parce on faisait quand même des plans de succession, donc on avait quand même des talents identifiés. Et là, quand je disais que j'étais intéressée par la psychologie, là, j'ai découvert Carl Jung. Ah, autre belle référence. Alors là, c'était encore un tournant, vraiment, pour moi, parce que grâce à mon boss, à l'époque... qui était lui aussi sensible à ces sujets. Tout à fait. Quelqu'un qui s'appelle Bob Thomas, que je n'arrêterai jamais de remercier parce que je travaillais bien avec le MBTI à l'époque, qui est quand même basé sur la vision de la psyché de Carl Jung, mais c'est quand même... Voilà, j'ai vraiment... Lui était vraiment dedans et je suis rentrée dedans et pour moi, ça a été une révélation parce que ça a fait absolument du sens, quoi. Je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr... Freud n'a rien compris. Tu n'es pas de l'école cadre, parce que grosso modo, il y a toujours deux écoles. Tu es plutôt freudien ou tu es plutôt jungien. Et toi, tu étais vraiment... Complètement, parce qu'en fait, Jung est quelqu'un qui a énormément voyagé, c'était quelqu'un de très curieux, c'est quelqu'un qui a exploré énormément de choses, contrairement à Freud qui est resté vraiment dans son milieu. Et l'idée d'un inconscient collectif qui est partagé par toute l'humanité, dans lequel on retrouve les mêmes archétypes, les mêmes thèmes. Pour moi, ça fait absolument du sens. Absolument. Et là, donc, j'ai beaucoup approfondi ce domaine-là. Et ça, c'est quelque chose qui me sert tous les jours dans mon métier aujourd'hui. Parce que c'est pour nos auditeurs, on va s'arrêter un petit peu sur la pensée de Carl Jung, mais c'est un des premiers qui a vraiment décortiqué finalement le leadership avec toutes ces différentes typologies. Je crois qu'il y avait quatre typologies d'intelligence, analytique, émotionnelle. Donc, les typologies sur le MBTI, ça a été fait après Jung sur la base de ses travaux.
la grande idée alors qui était un disciple de Freud au départ, et qu'après ils sont un petit peu séparés, mais la grande idée de Jung, c'est que au-delà de l'inconscient personnel qu'on peut avoir, et d'ailleurs lui ne croyait pas du tout que l'inconscient c'était juste pour des histoires de libido refoulée. Enfin bon, il n'était pas aussi sexué que Freud. Il y avait en plus l'inconscient collectif, effectivement, qui était donc qui nous était commun, et donc il a développé l'idée d'archétype. Donc il y avait des grands archétypes comme la matriarche, le patriarche, l'animus, l'anima, etc. Et donc ces idées d'archétypes, ça s'est développé par la suite. Enfin bon, je vais vite et je simplifie un petit peu. Non, mais simplifions, vulgarisons là pour nos auditeurs. Mais peut-être je peux sauter à des travaux que je fais en ce moment sur le développement du leadership. Pour expliquer un petit peu. Par exemple, on va prendre des exemples d'archétypes que sont les dieux olympiens. Voilà, les dieux. Alors tout le monde connaît Zeus, Apollon, Athéna, Junon, Vénus, bien sûr, Artémis, bien sûr, Hadès, etc. Bon, voilà, il y en a 12. 6 femmes, 6 hommes. Alors, il y avait la parité chez les dieux. Donc, l'idée... et d'ailleurs, ces dieux, on les retrouve exactement les mêmes dans, bien sûr, la religion romaine, puisqu'ils ont pris les Grecs, mais aussi dans d'autres religions, on retrouve exactement, les Égyptiens, etc., exactement les mêmes archétypes, les mêmes personnalités. Et donc l'idée, c'est que ces dieux représentent des archétypes humains purs. Donc Zeus, par exemple, évidemment l'homme de pouvoir, qui a besoin de pouvoir. Son symbole, c'est le tonnerre, la pique. Enfin, oui, je sais plus comment on dit. On voit ce que c'est. Voilà. Ce qu'on voit dans le ciel quand il y a de l'orage. Donc, bien sûr, représente l'homme de pouvoir. Artémis, par exemple, déesse de la lune et aussi de la chasse, donc qui vivait qu'avec des femmes, avec des nymphes, qui vivaient dans les bois. Et très calé quand même sur la mythologie. J'ai étudié un peu. J'avais quelques petites notions, mais là j'ai pas m'avancé. Et donc qui est la sœur d'Apollon, mais donc qui est vraiment le symbole, l'archétype féminin de la femme indépendante, de la féministe, en quelque sorte. Elle n'avait pas besoin d'un homme. C'était ce qu'on appelait une déesse invulnérable. Donc focalisée sur ses objectifs, toujours représentée avec un carquois et des flèches, puisqu'elle chassait, elle avait des chiens, etc. Voilà, par rapport à Déméter, qui est la femme, qui est vraiment la déesse de la fertilité, de la maternité. Donc quand on commence à décrire, on se dit mais voilà. Alors moi je connais quelqu'un qui correspond plus à cet archétype-ci ou celui-là, et après on se dit mais moi ça me parle. Par contre cet archétype-là, non, moi j'aime pas les gens comme ça. Alors là, c'est pareil. On s'identifie, on fait des projections. Oui, tout à fait. Et là, du coup, tu as été initiée par un de tes mentors, en fait, c'est ça, un de tes top managers qui commence à t'initier. Qui commence à m'initier à ce monde-là. Et toi, du coup, tu commences à pousser le MBTI à tes talents, tes execs, etc. Et du coup, sur cette partie-là, tu développes des programmes derrière, tu commences à mettre en place un peu des plans d'action. Oui, on faisait du groupe coaching à l'époque pour aller à l'intérieur, pour aller un peu dans l'exploration de qu'on appelait le théâtre intérieur, c'est-à-dire que en fait, on n'a pas un seul archétype. En général, il ne faut pas en avoir qu'un seul. On a de multiples facettes à notre personnalité. J'aime beaucoup la notion de théâtre intérieur, c'est super. Donc on a plein d'acteurs en fait, en l'intérieur de nous. Et ça offre énormément de potentiel pour le développement, parce que le développement, à ce moment-là, du leadership, le développement en tant que personne même, il ne s'agit pas d'apprendre des comportements qui ne vous sont pas naturels, c'est pas ça. On ne demande pas aux gens de changer. On a en nous toutes ces potentialités, certes, mais simplement, à des moments de vie, on fait des choix. On choisit d'être plutôt comme ci, plutôt comme ça, et donc on renie des parties de nous-mêmes. Et c'est quoi le développement ? C'est en fait d'aller ce qu'on appelle dans l'ombre, dans la partie ombre, c'est-à-dire d'aller rechercher des potentialités qui sont en soi et qu'on n'a pas utilisées jusqu'à maintenant, et de les remettre dans la lumière et de les réutiliser dans la vie, dans le travail, etc. Par exemple, on a tendance à être plus
même les managers les moins empathiques, les plus autoritaires, etc., ont des sous-personnalités qui sont empathiques. Je peux parler de moi, parce que comme ça, je prends pas de risque. J'étais plutôt un télo, assez froide, assez distante, etc. J'étais pas du tout féminine. Mais simplement, c'est la partie féminine, la partie maternelle, la partie empathique, la partie sympa, et ça, elle était là. Mais simplement, je ne voulais pas le voir. Parce que je m'étais définie comme ça. Voilà, moi, j'étais la femme-mec, garçon manqué, femme-mec. Et donc, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à, bien sûr, par faire un travail sur moi. Avant d'aider les autres, il faut faire un travail sur soi. Et donc, j'ai découvert cette partie-là. Quand je suis devenue maman, par exemple, j'étais tout à fait capable de montrer de l'amour, de montrer de l'empathie. Donc, comment est-ce que je peux utiliser cette partie de moi, qui fait partie de moi, et l'utiliser au travail? Alors, pas en étant maternelle, éventuellement, c'est pas ça. Mais comment je peux amener cette énergie-là dans mon travail pour créer des relations dans le milieu professionnel qui soient plus... Mais tu vois, quand je t'écoute, je me dis c'est vraiment génial parce que tu vois, il y a tellement en fait de modèles de société ou d'entreprise qui ont tendance à te mettre dans une case, tu vois, et on te colle une identité qui te colle sur toute ta carrière alors que tu as plein d'autres facettes potentiellement à exprimer. Je trouve que l'apport de toutes ces sciences humaines et notamment de Carl Jung, c'est justement ce côté finalement multifacette. Et tu peux développer plein de personnalités en fonction du contexte. Mais tu as mis un mot très juste, finalement, toi, tu as fait un travail sur toi. Et ça, c'est vraiment le travail préliminaire, c'est vraiment avoir cette humilité d'un moment, se poser et se regarder, quoi. Oui. Parfois, il faut se regarder dans le miroir, ce qui est parfois... Un peu flippant. Un peu flippant, et parfois on n'est pas toujours super ravis de ce qu'on voit. Mais c'est pour ça que j'ai fait aussi quelques MBTI, etc. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec cet exercice, tu vois. Et quand tu as le débrief du MBTI, parfois avec tout le monde n'est pas à l'aise dans c'est un exercice de mise à nu, quand même. Oui, tout à fait. Oui, un petit peu. Mais donc l'idée, c'est effectivement, moi, j'aime pas les modèles. Donc, l'idée, c'est pas de définir un modèle de leadership et d'essayer ce que les gens deviennent ça. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut prendre les gens là où ils sont et de les rendre plus. C'est être plus. Jung disait devenir plus rond, rounded en anglais. Donc c'est comment devenir plus complet. Voilà. Pas en adoptant des choses qui ne sont pas nous, mais en réintégrant des choses qui sont déjà en nous et en les utilisant. Excellent. Et ça, au niveau du développement du leadership, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment tout le travail qu'on fait. Et là, on travaille beaucoup parce que je vais en venir un petit peu, si ça ne dérange pas, allons-y, à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, parce que je pense qu'on est vraiment à un tournant très, 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 très important. Il se passe évidemment plein de choses dans le monde et plein de choses relativement négatives. Et ce que moi je vois, c'est que, et ce sur quoi on travaille, c'est que le modèle du leader, le modèle du leader qu'on a aujourd'hui en tête, les modèles mentaux, il vient de notre histoire. Et notre histoire, et quand d'ailleurs je fais souvent de thèse, je demande aux gens, citez-moi un ou deux leaders historiques que vous admirez, etc. Qu'est-ce que j'entends ? J'entends Abraham Lincoln, j'entends Winston Churchill, j'entends Alexandre le Grand, j'entends Jules César, j'entends... Où sont les femmes ? Voilà, premier truc, il n'y a rien qui vous choque, il n'y a rien qui vous surprend. Ah, il n'y a pas de femmes. Ah, ben non, il n'y a pas de femmes. Alors, il n'y a pas de femmes. Bon, on a une histoire... Alors, pourtant, il y a eu des leaders femmes quand même, il y en a eu moins que les hommes. D'accord, ça... C'est vrai, mais il y a eu des leaders femmes. Alors non seulement ce sont tous des hommes, mais ce sont tous des héros et ce sont tous des guerriers. Et l'homme héros guerrier, ça laisse en plan. Alors d'abord bien sûr les femmes, mais ça laisse en plan tout un tas d'hommes qui se reconnaissent pas dans ce modèle-là. Bien sûr. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, je suis complètement convaincue qu'il faut absolument sortir de ce modèle parce que sinon on va à la catastrophe. On va à la catastrophe, donc il faut... c'est un archétype très puissant, c'est l'archétype, c'est entre Zeus et Hadès. Jupitérien. Voilà. Jupitérien, c'est ça. Et Hadès, donc le dieu de la guerre. Et Arès, Hadès, c'était
Peu importe, je vais pas faire un cours de mythologie. J'ai pas te challenger sur la mythologie, là, Valérie. Mais si on reste sur ce modèle de leadership, pour moi, on va à la catastrophe, quoi. Bien sûr. Donc, il faut développer des leaders qui soient équilibrés. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que la force, c'est mauvais, bien sûr, la force, c'est très bien, la force, la détermination, etc. Il faut des leaders qui sachent équilibrer ça avec l'empathie, avec la bienveillance, avec la capacité à créer du pouvoir pour les autres, à partager, à utiliser l'intelligence collective. D'abord, les problèmes sont beaucoup trop compliqués pour qu'une personne, même si c'est un très bon, très, très intelligent, ait toutes les réponses. Donc aujourd'hui, le rôle du leader, c'est pas du tout de prendre des décisions. Le rôle du leader, c'est de faire en sorte que les bonnes décisions soient prises dans l'équipe par les gens les plus compétents. Et ça, c'est complètement différent. Je pense pas que Churchill et Alexandre le Grand, ils aient fait beaucoup ça. Et si on fait pas ça, je crois qu'on est foutu, quoi. Ouais, et alors, le danger, c'est qu'en fait, on est dans une telle période d'incertitude que du coup, les gens se retournent vers des profils qui les rassurent et qui sont justement ces profils-là. Donc, ce qu'on voit dans beaucoup de pays, je citerai personne, mais on voit dans beaucoup de pays, c'est que les gens qui sont élus, ce sont des gens qui sont effectivement très dans la force, etc., etc., pas du tout dans l'empathie. Et là, je crois que c'est très dangereux. Donc, je pense que pour nos leaders en entreprise, c'est d'aller vraiment à la recherche en eux-mêmes de cet équilibre pour pouvoir, encore une fois, pour qu'ils soient des leaders plus complets, qui puissent avoir un éventail de comportements à leur disposition. Mais tu vois, Valérie, là, tu mets le doigt sur quelque chose moi, qui me passionne. Et tu vois, dans un autre monde, l'univers start-up, c'est un peu pareil. Tu vois des leaders qui sont tout le temps cités, ça va être des Elon Musk, des Steve Jobs, putain de temps. Ouais. Enfin, on est vraiment sur des autocrates un peu tyrans, un peu divas, modèles sur lesquels, tu vois, on ne s'identifie absolument pas, Raphaël et moi. Comment tu fais pour remédier à ça? Est-ce que ça veut dire que tu recrutes différemment, tu formes différemment? Comment est-ce que toi, tu agis? Est-ce que tu fais des workshops avec tes leaders? Tu as mis en place des programmes? Tu peux nous en raconter un petit peu? Je suis en train. C'est work in progress. Okay. Work in progress. Donc, on a commencé... on a complètement refondu, par exemple, le programme que l'on fait pour vraiment nos top talents, donc ceux qui sont en succession des exécutifs aujourd'hui de Saint-Gobain. Donc 25 personnes par an, c'est pas beaucoup. Tout petit lot trié sur le volet. Voilà, trié sur le volet. Et tout ce que je vous décris sur les archétypes, comment lâcher cet archétype du héros et comment se réinventer, trouver d'autres manières de gérer, qui soient beaucoup plus collectives, qui soient beaucoup plus dans l'empathie, qui soient beaucoup plus dans la bienveillance, qui soient, etc., dans la créativité, dans l'innovation, etc. Donc ça, on travaille dessus. Alors, on travaille dessus en utilisant différents moyens, parce que encore une fois, alors tout à l'heure, vous me disiez pourquoi je ne sais pas le mot formation, parce que pour moi, c'est pas de la formation. Ouais. On va créer des expériences pour les gens, on va les interpeller, on va essayer vraiment de les toucher, non seulement au niveau de la tête, mais surtout au niveau du cœur, au niveau de leur tripes. Parce qu'en fait, la tête, c'est pas le problème. Chez Saint-Gobain, on a plein de gens très intelligents. L'intelligence, c'est vraiment pas notre problème. Même parfois, je me dis qu'ils sont peut-être trop intelligents, finalement. Le problème, c'est que si on veut vraiment réussir la transformation du groupe, il faut créer cette énergie, il faut créer cette dynamique, il faut changer cette culture. Enfin, on a une très, très chouette culture chez Saint-Gobain, mais il faut la faire évoluer. Et pour ça, il faut de l'énergie, il faut y mettre ses tripes, il faut y mettre son cœur. On peut avoir les meilleures idées du monde, c'est pas ça qui va changer le monde. C'est pas ça qui va changer le monde. Donc, c'est vraiment de les faire travailler à ce niveau-là. Alors, par exemple, là, on travaille avec une boîte qui est basée en Angleterre, qui sont à la fois travaillent à la fois avec la psychologie jungienne, bien sûr, mais qui sont aussi acteurs shakespeariens. La boîte ailleurs a été créée par le fils de Laurence Olivier, qui était shakespearien, l'acteur shakespearien par excellence. Et donc, on utilise les histoires de Shakespeare et les caractères, les personnages de Shakespeare pour travailler sur ces archétypes. Super intéressant. Oui, donc finalement, tu designes des expériences pour vraiment créer le déclic et... On leur fait écouter de la musique, on leur lit des poèmes. C'est super. On leur fait des expériences en start-up, par exemple. On a fait des expériences immersives en start-up pour vraiment qu'ils aient un vécu, quoi. Bien sûr. Vraiment qu'ils aient un vécu. Super intéressant. Et l'objectif, c'est créer un peu... Enfin, je vais filé la métaphore, mais des Janus un peu à deux têtes, quoi. Oui. À la fois
capable d'impulser une vision, diriger, mais en même temps de savoir écouter et être humble. Super intéressant. Et alors Valérie, on est passé un peu vite sur un passage moi, qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'à un moment, tu décides de partir aux US. Et là, tu refais ta vie là-bas. Tu as une famille, tu as ton mari, et tu t'implantes à Philadelphie, le fief de Bruce Springsteen. Disons-le. Mais c'est pas pour la musique que tu vas là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter? C'est pas du tout pour la musique que je vais là-bas. Non, ça faisait quand même 15 ans que j'étais en Belgique, hein, donc je commençais à avoir des fourmis dans les pieds. Et donc chez GSK, en fait, donc ils m'ont proposé de devenir responsable talent management, donc global talent management pour le groupe GSK. Et ils m'ont dit, voilà, c'est soit Londres, soit Philadelphie. Donc moi, je dis, c'est Philadelphie, évidemment. Ah ouais. Les États-Unis. Il n'y a pas photo. Les États-Unis, ça fait toujours un peu rêver, évidemment. Mon fils avait 9 ans, donc je me suis dit, quelle superbe opportunité. C'est vraiment un pays qui est chouette pour les enfants, pour les jeunes. C'est un mode d'éducation qui est vraiment super positif, super encourageant, qui travaille sur le potentiel. Beaucoup plus sur le potentiel plutôt que de corriger les fautes. Moins de sanctions, plus de valorisation. Il n'y a pas photo. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, parce que mon fils s'est mis au baseball quand on est arrivé. Donc, le problème, c'est que les gamins là-bas, ils avaient déjà fait du baseball depuis qu'ils étaient tout petits. Ans, Donc, mon fils, il était nul. Mais alors, nul de chez nul. Et alors, un jour, il faisait un match, et alors, le coach a décidé que c'est Alexandre qui serait le pitcher. Donc, le pitcher, c'est celui qui lance la balle vers le batteur. Et donc, poste le clé le plus important. Extrêmement technique, très compliqué. Et en plus, tout le monde a les yeux rivés sur vous quand vous faites pression. Ils ont perdu, mais alors, c'était une catastrophe. Et donc, après le match, ils se réunissent toujours assis par terre avec leur coach pour débriefer. Donc, moi, je reste dans les alentours pour écouter. En bonne française, je me suis dit, il va se faire, mais incendier, quoi. Et là, à ma grande surprise, j'entends le coach qui dit, alors je vais vous le faire en français, mais qui lui dit alors aujourd'hui Alexandre était le pitcher, c'est donc le poste le plus important avec beaucoup de pression, donc tout le monde applaudit Alexandre, et là ils ont tous applaudi mon fils alors qu'ils avaient quand même génial, perdu. Non, mais du coup super encourageant, quoi. Et je me suis dit bon, alors là c'est un autre pays, quoi. C'est waouh. Et donc oui, je suis partie aux États-Unis, responsable talent management pour GlaxoSmithKline. Moi j'ai adoré. Enfin, de toute façon, je prends toujours ce qu'il y a de positif là où je vais. Ouais. Donc, mais c'est un superbe pays. C'est vraiment extraordinaire. Et grosse différence entre les modes de travail US, Belgique, France. Oui. Tu veux nous donner juste quelques infos? Oui, en fait, ce qu'il faudrait, c'est arriver à un truc au milieu, parce que en France, on réfléchit beaucoup trop. On est trop intello, effectivement, ce qui fait qu'on est très lent et on complique tout. Voilà. Mais c'est sûr que après on prend des bonnes décisions parce que vraiment on y réfléchit. Donc il y a bien sûr des côtés positifs. Aux États-Unis, l'important c'est d'agir. Donc c'est toujours OK. So what are we going to do? We have a plan. Alors ça, we have a plan, ils adorent ça. C'est-à-dire quand on finit la réunion avec we have a plan, tout le monde est content. Et donc vaut mieux partir dans une mauvaise direction, quitte à rectifier après, plutôt que ne rien faire. C'est vraiment. C'est très start-up. Tu vois, l'exécution. Oui, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, dans tout ce qui est design thinking, agile methodology, etc., ils sont très bons. Alors que nous, en France, on est assez nuls parce qu'on réfléchit beaucoup trop. Et puis après, il y a les Anglais. Alors les Anglais, ils sont un petit peu pessimistes en fait. Donc ça, c'est un peu la différence. Quand j'étais dans l'équipe chez GSK, j'avais des Anglais et des Américains. Quand on parlait d'un truc, les Anglais, c'était toujours oui, mais non, mais je sais pas, ça va être compliqué, mais. Et puis les Américains, c'était toujours yeah, great, let's do it, exciting, etc. Donc, bon, c'est un stéréotype. Non, mais c'était un peu les gros traits, c'est souvent ce qu'on entend sur le sujet. Mais bon, c'est vrai ce qu'on dit sur les États-Unis, que les gens, ils se prennent en charge, quoi. C'est ça qui me, le choc culturel que j'ai eu en revenant en France, c'était j'attends tout des autres, j'attends tout de l'État et je me prends pas du tout en charge moi-même, quoi. Beaucoup de gens en France n'ont aucune idée de ce que c'est de vivre aux États-Unis. C'est-à-dire que si on ne se prend pas en charge, on n'a rien. Bah, tu perds ton job, tu perds ta sécu, t'es à la rue. Il n'y a pas de sécu, donc c'est simple. Moi, je ne pouvais pas rester aux États-Unis. Si je prenais ma retraite, j'aurais plus d'assurance médicale.
Donc, voilà, j'aurai pas de pension. Enfin, c'est à moi de me créer ma pension, ma retraite. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un état d'esprit complètement, une approche de la vie complètement différente. Mais ça se comprend. Quand les pionniers sont arrivés aux États-Unis, il y avait rien. Il y avait que sur eux-mêmes qu'ils pouvaient compter. Et donc ça, c'est entré dans la psyché de cette je ne compte que sur moi et sur ma communauté. Donc, il y a vraiment un sens de la communauté aussi. Et du coup, quand tu arrives en France, tu es déjà chez Saint-Gobain. Comment se passe ton retour ? J'ai rejoint Saint-Gobain aux États-Unis. C'était ça, hein, aux États-Unis. Alors, ils m'ont appelé, parce qu'ils cherchaient un responsable développement et recrutement pour l'Amérique du Nord. Ouais. Et donc, je me suis dit, alors, une boîte française, ça, c'est rigolo. J'ai jamais travaillé pour des Français. Alors, toute ta carrière, c'était la première fois que tu travaillais pour une boîte française. C'est incroyable, ça. Okay. Et donc, alors mes collègues américains m'ont dit, mais c'est super, t'es française, comme ça tu comprends comment ces gens travaillent. Et je dis non, en fait, je sais pas, parce que j'ai jamais travaillé avec des Français. Mais bon, ça s'est très bien passé. Et donc, j'ai rejoint Saint-Gobain en 2010. Et j'ai vraiment adoré cette boîte, quoi. C'est vraiment une boîte qui a des valeurs, mais c'est pas juste des posters sur les murs, quoi. Ouais. C'est vraiment une boîte très humaniste qui a des valeurs de respect de la personne humaine, de nos employés, de nos collaborateurs, etc. Et aujourd'hui, tu es la boss de l'université de Saint-Gobain. Voilà. Grosse responsabilité, 20 personnes. Oui, alors aux États-Unis. Donc, alors je suis revenue quand même parce que en fait, en 2016, on m'a demandé de venir en France. Je suis restée 16 mois. J'étais responsable RH pour 3 business globaux. Okay. Et puis après, le poste responsable RH pour l'Amérique du Nord s'est libéré. Donc, ils m'ont demandé de retourner. Donc, je suis retournée aux US. Et puis là, donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Puis je me suis dit, là, il est temps que je rentre parce que j'ai plus 25 ans. Et puis que, voilà, j'étais à un moment où, en fait, j'avais envie de revenir. Je comprends. La France est sympa aussi. Et donc, la France, c'est super sympa. Et les Français qui écoutaient, là, vous connaissez pas votre bonheur. Parce que franchement, c'est très sympa. C'est un magnifique pays. Et Valérie, il y a quand même une question, parce que quand je t'écoute, tu as fait Londres, tu as fait la Belgique, tu as fait les États-Unis, aujourd'hui tu es en France et tu as un poste vraiment de haut vol avec beaucoup de responsabilités. Comment est-ce que tu as fait pour concilier finalement ta vie perso, ta vie pro tout au long de ta carrière ? Parce que c'est quand même une sacrée carrière. Je pense que d'abord, c'est une histoire de choix. C'est-à-dire que pour moi, c'est ma vie. Je fais pas forcément ma vie perso, c'est ma vie. Mon boulot, je l'adore, ça fait partie de ma vie. Donc ça, pour moi, c'est la première chose, mais c'est vraiment très important parce que c'est pas faire mes heures et puis après, je rentre chez moi. Ça fait mon boulot vraiment partie de ma vie. Quand j'ai eu mon fils, je voyageais, j'étais chez Holiday Inn, donc je voyageais dans le monde, là, c'est quand j'étais Europe, Moyen-Orient, Afrique. J'ai pris un congé maternité, comme tout le monde, bien sûr, mais donc après, on s'arrange, hein, je veux dire, j'avais bien sûr des gens qui venaient, mon mari voyageait au plus aussi à l'époque, voilà, on prenait de l'aide pour s'occuper de notre fils, Alexandre, qui se porte très bien d'ailleurs. Dédicace Alexandre, si tu nous entends. Absolument. Et donc voilà, mais c'est vrai que j'allaitais à l'époque, et quand je faisais des voyages courts, je tirais mon lait dans ma chambre d'hôtel pour pouvoir continuer à allaiter quand je retournais chez moi. Donc on trouve des trucs pour s'organiser. Et puis finalement, quand on est parti aux US, donc on est parti aux US à cause de mon boulot, mon mari a donc arrêté de travailler. J'ai la grande chance d'avoir un mari à la maison, donc il fait plein de choses d'ailleurs. Un homme moderne, qui a su te soutenir dans ta carrière finalement. Oui, d'ailleurs, moi je suis nulle en tâches domestiques, donc ça tombe très bien parce que il y a une complémentarité, quoi. Il y a une complémentarité. Il est bien meilleur que moi. Ce qui fait toujours rigoler mes sœurs, parce que j'ai 2 sœurs, on est 3 filles. Mais je suis la 3e, c'est peut-être pour ça que je suis le garçon manqué. Parce que à chaque fois, quand on a je leur dis, on a des invités ce soir. Ils me disent, qu'est-ce que tu fais à manger? Je dis, je sais pas, Tony, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Donc ça les fait marrer, quoi. Non, mais tu vois, on cite rarement, mais c'est vrai que le mari est quand même un ingrédient de succès aussi essentiel dans une carrière, quoi. Être soutenu, être aidé, être accompagné, c'est important. Ouais, absolument. Mais c'est pour ça que j'ai un mari absolument génial, quoi. Et du coup, plutôt sur alors j'ai vu que tu as quand même beaucoup de centres d'intérêt, mais est-ce que tu as des livres qui t'inspirent particulièrement, qui sont un peu des livres de chevet ou des lectures, ça peut être des séries, des podcasts qui t'ont marqué récemment, que tu veux partager un peu avec nous?
Alors, je suis très podcast et je suis très libre. Hein. Ouais. Les deux, ok. Ouais. Et je suis très musique. Mais alors, mon fils est chanteur de rap, mais moi, je suis pas du tout dans le rap. Je suis dans la musique baroque. C'est deux styles différents, mais sympa aussi. Oui, voilà, exactement. J'essaye de lui dire que peut-être faudrait qu'il fasse une chanson en rap avec de la musique classique derrière. Mais... Certains l'ont fait sur du rock ou du punk, ça peut marcher. Du jazz. Citons-les. Donc je lis pas mal. Alors ça va pas vous étonner, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'histoire, tout ce qui concerne la philosophie. Donc, les podcasts préférés, c'est Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Un must, citons-le. Non, parce que ce que je trouve très intéressant, c'est justement cette concordance des événements dans le temps. Parce que ça je pense qu'on a la mémoire très courte, en fait. Il faut surtout continuer à apprendre de l'histoire pour se projeter dans le futur et gérer les problèmes d'aujourd'hui. On s'imagine toujours que nos problèmes sont uniques, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Les chemins de la philosophie, évidemment. Plongez-vous sur France Culture. Hein. Là, c'est que des références France Culture. Hein. On est d'accord. Pas mal, ouais. Oui, parce qu'en fait, parce que quand j'étais aux US, j'ai pas réalisé que je pouvais écouter France Culture à l'étranger. C'est génial. C'est une super bible. Donc, en fait, c'est vrai que je me suis vraiment replongée dedans depuis que je suis revenue. Les émissions In Our Time de Melvin Bragg, donc si vous ne connaissez pas Melvin Bragg, c'est un Anglais sur la BBC qui est absolument extraordinaire, qui fait donc des programmes qui s'appellent In Our Time History, In Our Time Philosophy, In Our Time Culture. Absolument fascinant, homme très cultivé, très intéressant, qui a des très très bons invités. J'aime bien les romans historiques. D'accord. Quel style? Alors, les Rois maudits, les Druon, les... Oui, moi je lis beaucoup en anglais, donc par exemple les romans historiques de C.J. Sampson qui se passent principalement sous le règne d'Henri VIII, donc les Tudors. Alors Henri VIII, en plus, c'était pas un rigolo, effectivement. Mais j'aime bien les romans d'histoire parce que c'est un roman, donc c'est une histoire, mais à la fois c'est historique et quand ils sont bons, on apprend aussi plein de choses sur l'histoire. Donc je lis pas mal de romans historiques. Important, non mais c'est de important biographie de se plonger dans notre passé. Biographie, quel style? Un peu tout. Ouais. Une personne politique ou une personne historique. Tout profil. Des femmes. T'as une dernière bio que tu nous conseilles? Alors, les biographies de Stefan Zweig particulièrement. Ah ouais. Laquelle parce que tu en as fait toutes. Magellan, Marie-Antoinette, Marie Stuart. Elles sont toutes absolument extraordinaires. Génial. Merci pour tes recommandations. Et alors Valérie, moi j'ai une dernière question que j'ai envie de te poser. Quelle est ta devise? Alors, ma devise. Alors j'en ai plusieurs, mais je vais dire la dernière phrase d'un poème de Robert Frost, qui est donc un poète américain. Et ce poème s'appelle The Road Not Taken. Tu peux même presque nous la dire en anglais tellement ton accent il est beau. Je vais vous la dire en anglais. Ah ouais, super. Donc la dernière phrase c'est Two roads diverged in a wood, and I took the less traveled by, and that has made all the difference. C'est beau. Une invitation à sortir des sentiers battus. Exactement. J'aime beaucoup cette phrase parce que je pense que c'est... Oui, voilà, j'ai toujours essayé de faire les choses un peu différemment. J'ai horreur du conformisme, j'ai horreur des gens qui répètent des clichés, qui sans réfléchir, Je pense qu'il faut vraiment se méfier effectivement du conformisme. Et c'est tout le travail que je fais dans le développement des leaders. C'est d'aller à la découverte de quel leader je suis et quel leader je pourrais être. Merci beaucoup Valérie pour ce témoignage passionnant. On a parlé anthropologie, dieu grec et même Bee Gees. Quand même, il faut le faire. Donc merci à toi pour ce beau témoignage et à très bientôt, amis de la RH. Boys getting pissed, yeah, and he starts to flow. All the thoughts in my way